Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Et une belle histoire d'Alia aujourd'hui. Je suis avec Martine Kayat-Saada. Bonjour Martine. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Voilà, Merci, moi aussi. Voilà, parce que vous avez une belle histoire d'Alia, forcément. Vous êtes en Israël depuis 41 ans. Vous avez travaillé pendant 30 ans à la Knesset et pendant 20 ans, vous avez dirigé la commission parlementaire des droits de l'enfant. Rien que ça. Bravo Martine. Merci. Donc, vous êtes aujourd'hui retraitée de la Knesset, jeune retraitée. Mais c'est un parcours assez atypique, on va dire. On aimerait un peu vous entendre. D'abord, savoir comment, quand on a 17 ans et demi, on s'oppose à ses parents et puis on décide de monter en Israël. Eh bien, en fait, il faut comprendre l'ambiance à Paris des années 60, 70 plutôt. Après la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, tout le monde était extrêmement enthousiaste, et très inquiet après la guerre de Kippour. On est très attaché à Eretz Israël. J'ai grandi dans les écoles juives de Lucien du Hirsch et d'Yavne, et surtout au Bnei Akiva. Et au Bnei Akiva, notre identité juive était inséparable à la Lia, à la vie en Eretz Israël. Donc, c'était quelque chose de tout à fait naturel de vivre ma vie en Israël. Vous connaissiez Israël à l'époque ? J'étais partie une fois en 70, à l'âge de 10 ans, en vacances. Mais bon, sans plus, avec mes parents, on allait à la mer, à Natania, comme tout le monde. Donc, 17 ans et demi, ça crie à la bac. maison parce que vous partez, vous vous opposez carrément. Très dur. Très dur. C'était très dur, j'étais pas majeure. Mais ma mère était en fait, Zichron Livracha, c'était le cerveau de tout ça. C'était elle était elle-même ancienne membre de Chovevet Zion en Tunisie. Elle avait fait le mouvement, le Mahané de Paul Rothman dans les années 50. Elle nous avait amenés au Bnei Akiva par force. Donc, elle était très au courant de ce que vous ressentiez, ce que vous étiez en train de vivre. Absolument, je lui ai dit, mais ça coule de source, c'est ce que tu m'as enseigné, il faut que je l'applique. Mais c'était difficile. C'était surtout émotionnel, quoi. Je veux dire, après, elle a compris. Elle était fière de nous. J'espère. Ouais. Donc, vous arrivez en Israël et vous faites l'Archara du Bnei Akiva. Voilà, donc c'était une année au Kibbutz Ein HaNatziv, donc en 1976, en septembre. J'ai eu mon bac en juillet. En septembre, je suis partie en Israël. Et pendant 1 an, c'est une année extraordinaire. On découvre Israël. Je me souviens encore, je me revois avec ma valise monter ce shvil, ce sentier de Ein HaNatziv avec des magnifiques jardins à 40 degrés à l'ombre, mais je croyais que je rentrais au Gan Eden. Vraiment, c'était très, très beau. Et là-bas, j'ai pas du tout voulu travailler comme toutes les filles à la cuisine et avec les enfants. Moi, j'ai dit, je veux faire quelque chose de particulier. J'ai un peu tenu tête à notre madricha et j'ai travaillé au Refet. J'étais raftanit, c'est-à-dire que je travaillais à l'étable, je trayais des vaches. Et au début, je donnais... Pourquoi cette envie j'avais à Ein HaNatziv, au kibbutz, j'ai vraiment découvert la nature. Et j'ai découvert la nature en Israël. J'ai grandi à Paris. J'ai pas aimé mon enfance à Paris. Et j'ai découvert la nature en Israël. Et là-bas, j'étais obligée de faire quelque chose qui avait un rapport avec la nature. Et donc, j'étais extrêmement heureuse de traire les vaches, de me lever à 4 heures du matin, de puer. C'était jusqu'à maintenant, quand je sens la bouse de vache, je suis heureuse. Bon, voilà. Alors en tout cas, vous étiez en phase avec vous-même apparemment, et dès le début, c'est ça qui est intéressant dans votre parcours. Donc après tout ça, bien sûr, vous vous dites, je vais aller étudier parce que les vaches c'est bien, mais ah oui, c'était évident. C'était temporaire. Et donc j'ai décidé d'étudier l'histoire. J'ai hésité beaucoup entre psychologie et histoire. J'ai été plus vers l'histoire. Je voulais être prof d'histoire. Et donc, je me suis inscrite à l'Université de Jérusalem.
Alors, vous étiez avec plein de copains célèbres, on va dire, en tout cas. Oui, on a là-bas, j'ai rencontré Afizana et sa femme, sa future femme. Il y avait Youssef Charvit, il y avait pas mal de gens, quoi, sympa. Ouais. Voilà, donc vous étiez une bonne bande, on va dire, de guélurons studieux. Oui, très. Voilà, et donc ensuite, vous poursuivez donc cette année d'études. Et puis à la fin de cette annne d'études, la maison vous manque quand même. Cette année était très difficile pour moi. La première année, seule à Jérusalem, au Maon des études à Shmuel Navi, je vivais avec 400 shekels, je faisais des ménages pour vivre, quoi. J'allais à Ena Nativ tant que je pouvais. Ma mère du kibbutz, c'était extraordinaire. Elle préparait mon petit paquet de gâteaux, comme à ces garçons qui étaient officiers à l'armée. C'était pour moi un petit peu me reposer là-bas quand j'allais à Ena Nativ. Donc j'ai décidé de repartir en France 1 an. Reprendre des forces à la maison. Mes parents étaient très contents. Je pense que ça a vraiment été un tikkun. Et je suis partie en fait avec les garçons de Marchara qui étaient à l'armée pendant cette année. Et qui partent en shlichut. Et on est partis tous en shlichut. D'accord. Au Bnei Akiva. Donc, vous avez passé finalement 1 an en shlichut à Paris. Et vous étiez, on va dire, vous occupiez d'un très gros centre du Bnei Akiva. Le local central de Paris, du Bnei Akiva de Paris, à rue de l'Échiquier. J'étais Merakazet du SNIF. Et c'était une ambiance extraordinaire. C'était, je ne sais pas, il y avait 300, 400 chanichim. C'était un truc très, très gros. Vous auriez pu rester à Paris, vous n'étiez pas obligé de revenir. Non, pas du tout. Non, il n'était pas question. C'était pas question pour vous. Non. Vous avez mon cœur était en Israël, ma vie était en Israël. Je voulais continuer mes études. J'ai repris mes études tout à fait normalement. Et puis voilà, j'étais madricha avec le Rav Menachem Ackerman, avec des gens, Élie Picard, etc. C'était une ambiance assez extraordinaire. Donc vous êtes, après cette année de shlichut, vous avez pris des forces, vous avez pris de la maturité, vous êtes revenu en Israël, vous avez fini vos études d'histoire, vous vous êtes marié. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, voilà. Et puis, votre mari était à l'époque à l'armée. Ouais. Mon mari était à l'armée. Et étudiant, je crois. Non, il avait fini ses études. Il avait terminé, à donc Paris, c'était juste après, d'accord. Et j'avais un petit bébé de 6 mois. Et je pointais au chômage, parce que j'avais travaillé un petit peu dans d'autres endroits. Je pointais au chômage, et un jour, on m'a dit, voilà, on cherche une place à la Knesset, quelqu'un qui a étudié de l'histoire, ou Madé Harouar, ce qu'on appelle, les études... Et je lui ai dit, écoutez, moi, c'est gentil, mais mon mari n'a pas fini l'armée, et je voudrais attendre encore 1 ou 2 mois, et puis après, je pourrais prendre du travail. Elle m'a dit, mais non, si vous n'y allez pas, vous perdez vos droits. Donc, j'ai été au rendez-vous. Alors, c'était pour faire quoi, cette place à la Knesset ? C'était aux archives de la Knesset. OK. D'accord, donc ça allait très bien avec mes études d'histoire. C'était aux archives de la Knesset. Et là-bas, j'ai été interviewée. Mais je ne savais pas je n'avais pas très bien compris pourquoi on m'avait demandé d'écrire quelques mots sur une feuille sans ligne. Et en fait, après, j'ai compris. Il y avait 20 personnes qui s'étaient proposées au poste et j'ai été choisie. Et en fait, l'aide de la directrice, la personne Avi qui s'appelait, était graphologue. Et de toutes les écritures qu'il a étudiées, il avait décidé que j'étais celle qui était la plus... qui correspondait au poste. Parce que j'aimais le travail de fourmi, j'aimais les documents, j'aimais chercher la profondeur des choses, j'avais de bonnes relations humaines avec les gens, j'étais tranquille, quelqu'un de... Et c'est comme ça que j'ai été reçue. Vous avez décroché le poste. Et en fait, je pense que c'est ça ce qu'il faut apprendre. Et bien que j'étais la seule Ola Hadasha, ou peut-être qu'il y en avait encore 1 ou 2, j'ai été prise pour mes qualités professionnelles, pour ce qui a fait... Vos qualités humaines aussi. Et humaines. Et je pense que c'est ça l'enseignement qu'un Olé Hadash doit apprendre. Parce que parfois on est un peu marche sur des œufs, on n'est pas très sûr de soi. On n'est pas sûr. On ne connaît pas l'institution, vous ne connaissiez pas la Knesset, j'imagine. Oui. C'était très nouveau pour vous. C'était totalement nouveau. Je ne sais même pas si j'avais été... Vous ne rendiez même pas compte de l'importance des choses. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne m'en rendais pas du tout compte. Et puis j'ai dit, les conditions étaient impeccables, parfaites. Bien payées. Arzakadre rêve, payées. Bon, j'ai dit, attends, si j'y vais pas, je suis vraiment folle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler à la Knesset. Voilà, et donc vous avez travaillé là-bas 10 ans. J'ai travaillé même plus de 10 ans. On m'a envoyé aussi étudier, archiviste à l'Université de Jérusalem. C'était très intéressant, documentaliste et archiviste. Donc vous avez un diplôme d'archiviste payé par la Knesset à l'époque, dans le cadre de vos fonctions. Voilà.
Mais après 10, 11 ans même, C'est pas un peu j'avais ennuyant besoin un petit peu. comme job? C'était un peu ennuyant, c'était surtout pas des archives historiques. C'était des archives, c'était des documents qui affluaient du yum-yum, c'était plutôt du tri de papier. Il n'y avait pas ce côté historique, ancien qui m'attirait beaucoup. Il n'y a jamais eu de... Si, on a fait très peu. C'est très peu. Très peu. C'était pas notre travail journalier. Donc, ça m'ennuyait assez et j'ai demandé à passer autre part. D'accord. Alors, ensuite, vous avez eu la chance, on va dire, dans le cadre de ce travail à la Knesset, d'être appelé pour diriger une petite commission parlementaire. Une toute petite commission parlementaire. En fait, il faut comprendre qu'à la Knesset, il y a 12 commissions qui sont importantes. La commission de l'économie, de la sécurité, etc. Il y a beaucoup de commissions. Et cette commission, c'est une petite commission qui était un petit peu de 2 commissions et qui s'occupait d'un sujet très, très spécifique, les enfants en bas âge. Tous les problèmes des enfants de 0 à 5-6 ans, donc qui rentrent dans le cadre du ministère d'éducation, du système d'éducation. Et j'ai travaillé avec une femme, le premier député avec qui j'ai travaillé, c'était Tamar Gojansky. C'est une femme qui faisait partie, une communiste, qui a étudié économie en Russie. Alors, c'était une femme assez extraordinaire, assez exceptionnelle et qui faisait partie du parti politique Hadash d'extrême gauche. Et c'était la seule juive d'ailleurs dans ce parti en tant que députée. Mais c'était une femme avec qui j'ai tout appris. C'était vraiment, elle m'a appris le métier, comment diriger une commission parlementaire. Alors comment on fait quand on travaille avec une femme de ce charisme-là, de ce type-là, qui n'a pas forcément, qui ne partage pas forcément vos idées politiques? Comment on fait pour travailler à la Knesset au jour le jour, sur des sujets un peu compliqués, difficiles? Ça se passe comment? Bon, d'abord, j'ai une chance, ce n'était pas des sujets politiques. Exact. D'accord, il y avait assez unanimité à peu près, tout le monde était assez unanime sur le fait qu'il fallait travailler, faire tout pour que le sort des enfants soit meilleur. Alors ça, c'est déjà une chance. Mais d'un autre côté, ça, il faut comprendre, jusqu'à aujourd'hui, tous les employés de la Knesset, tous mes collègues, on est complètement apolitique. On n'avait pas le droit d'émettre un son, une allusion à nos idées politiques. Et c'est ça jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui, on n'a absolument pas le droit. On n'a pas le droit de faire partie d'un parti de politique. On n'avait pas le droit de participer à des manifestations. Donc c'était très strict. C'est très strict. C'est l'éthique des employés de la Knesset et en général des employés des ministères. Mais la Knesset, c'est extrêmement sensible là-bas parce qu'on a tous les partis. On peut travailler avec n'importe qui, de n'importe quel parti. Donc on est obligé d'être très, très silencieux sur nos idées politiques. Et ça fonctionne. Tout à fait. C'est grâce à ça que ça fonctionne. Ça qu'on fonctionne, absolument. Bon, alors, cette commission, on va dire cette petite commission parlementaire pour les enfants, enfin sur les droits des enfants en bas âge, à ça s'ajoute une autre commission que vous avez aussi dirigée. C'est une commission Ksamim sur toutes les questions concernant la drogue. La drogue, voilà. En fait, vraiment une semaine après que je commence à travailler avec Tamar Gojansky, on me dit, écoute, la directrice de la commission des problèmes de drogue veut partir tout d'un coup. Il faut que tu ailles voir le président de cette commission. Et puis, c'était qui? C'était Rafoul. Alors là, j'ai entendu Rafoul, j'étais... Oh là là, Raphaël Etan, Zichrono Livracha. J'étais très intimidée, parce que Tamar Gojansky, bon, d'accord, mais Rafoul, c'était... Je dis, mon Dieu, comment je vais faire Rafoul? Bon, j'ai été, et puis il était très, très, très sympathique, il n'avait aucun problème, il m'a à peine posé des questions, il faisait confiance dans les directeurs de la Knesset. Recommandations. Bon, donc, en fait, j'ai pas tellement eu le temps de travailler avec lui parce qu'il a été nommé, je crois, à un autre poste de ministre. Mais vous avez dirigé sa commission. Mais j'ai dirigé la commission avec un autre député du Parti travailliste, cette fois, qui était assez problématique, je ne dirais pas le nom. J'ai eu assez de mal avec lui et donc je dirigeais 2 commissions. Mais comment vous faisiez? Parce que c'est énormément de travail. Vous étiez maman, mère de famille. Oui. J'avais 3 enfants en bas âge. Enfin, ouais. Et je travaillais, j'adorais ce que je faisais.
Et en plus, on travaillait beaucoup plus que ce qu'on faisait aujourd'hui, parce que avant, tout était dirigé sur toutes les tâches étaient autour de la directrice de la commission. C'est-à-dire, on devait sortir, on devait préparer tout le débat. Parce que c'est ça, en fait. On travaille devant le député. Oui, c'est intéressant, parce que nous sommes complètement profanes. On ne sait pas du tout comment fonctionne une commission parlementaire. Donc, c'est intéressant de savoir, au quotidien, à quoi correspondait votre travail. Eh bien, en fait, une fois par semaine, je m'asseyais avec le président de la commission. Et on faisait le programme des prochaines semaines, des semaines à venir. Je lui soumettais tous les papiers qu'on avait reçus, toutes les demandes de débat, de sujets qu'on devait soulever. On avait aussi des sujets qui venaient de l'extérieur, de la Mélia, de la séance plénière de la Knesset, dont on devait aussi traiter. Et elle me donnait ce qu'elle préférait mettre avant, après, enfin tout l'emploi du temps. Et moi, je devais organiser ces débats. C'est-à-dire convoquer les gens, j'imagine. Convoquer les gens, les ministères qui ont attrait à ce sujet. C'est le ministère de la Santé, c'est un problème de santé, un problème. Il y a beaucoup d'institutions, d'institutions sociales, des volontaires. Donc, et puis, il fallait aussi, j'imagine, communiquer autour, appeler la presse. La presse, il n'y avait pas d'attaché de presse à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas d'attaché de presse. On écrivait le communiqué de presse, on téléphonait aux journalistes, on les suppliait de rentrer un mot dans les journaux. C'était un travail de fourmi, important, mais passionnant, a priori. Énormément, et c'était génial. C'est quoi votre plus joli souvenir ? Mon plus joli souvenir, il y avait beaucoup de moments très, 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 très émouvants dans ma commission. Je pense d'abord, il y avait une réussite extraordinaire de cette commission parlementaire, c'est que c'est une loi qui a été faite pour les enfants handicapés en bas âge. À l'époque, quand Chas v'Shalom, un enfant naissait et il était handicapé, les parents arrêtaient de travailler. Et ils arrêtaient de travailler parce qu'il n'y avait aucune institution qui les prenait jusqu'à l'âge de 3 ans. Et dans notre commission, c'est vraiment Tamar Gojansky qui a fait cette loi. Et on a travaillé très, très dur autour de cette loi. On a institué des organisations qui s'occupent, un Maon Shikumi, ça s'appelle, qui s'occupent des tout petits enfants handicapés. Pour permettre aux parents de travailler. Et ça a été vraiment quelque chose dont vous ne pouvez pas oublier. Et on a eu des moments très, 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 très durs. Il y avait des fois, vraiment, moi et ma secrétaire, on distribuait des Kleenex à tout le monde, parce que des témoignages très durs de souffrances énormes de parents avec des enfants handicapés ou des parents qui ont eu des sévices sexuels, des enfants qui ont eu des sévices sexuels très durs. Il y en a un, je n'oublierai jamais, je ne peux pas vraiment le raconter, mais des moments vraiment, vraiment émouvants. Alors justement, quand vous nous racontez ces souvenirs-là, vous qui venez de France, qui êtes au Ola Hadasha, qui n'imaginez peut-être pas, puisque vous vouliez être prof d'histoire, apporter votre pierre à l'édifice, on peut dire ça, à la construction d'Israël, à la construction de la société israélienne. Ça vous faisait quoi quand vous aviez un petit peu de recul, même aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir fait une carrière au sein de cette institution mythique ? D'abord, je fais beaucoup de fierté. De Odaya, de remerciements à cette chance extraordinaire que j'ai eue d'être dans cet endroit de la démocratie israélienne, de jeunes pays auquel j'ai toujours rêvé habiter, dans lequel j'ai toujours rêvé habiter. Il y a quelque chose de symbolique qui a été beaucoup plus fort peut-être qu'à mes autres collègues, par rapport à d'autres collègues. Pour moi, ça avait une signification énorme. Et énorme, d'autant que vous étiez la seule, il faut le préciser, quand même, à ce niveau de direction, à ce niveau de compétence, la seule Ola Hadasha. Oui, j'étais plus tellement Ola Hadasha, mais Ola Vatika. Ola Vatika, j'étais la seule. Vous étiez la seule. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a pris ce poste. Celle qui me remplace est une Israélienne. Ah, ça donne de l'espoir. Je pense que j'ai eu, oui, tout à fait. J'ai eu de la confiance en moi, j'ai eu la bracha, vraiment de la chance. Et surtout, je me disais, mais pourquoi pas ? J'essaye.
C'est le conseil que vous donneriez à ceux qui nous écoutent peut-être, qui ont envie aussi de carrière, de rêver, de faire la politique. Croire en soi, essayer, c'est tout à fait possible. Je me souviens qu'on me disait Miftah Hamoud, c'était trop mignon. J'avais cette particularité. Je me souviens aussi que je m'habillais comme une Française, je m'habille toujours comme une Parisienne. Alors, alors j'avais cette particularité et puis c'était tout à fait... sympathique. Tout à fait sympa. Donc en fait, la différence est une force ici. Absolument. C'est comme vous avez un conseil à donner ou un petit mot pour terminer cette émission? Eh bien, justement, croire en ses facultés, en ce qu'on a en nous. On a beaucoup de richesses en nous. Aujourd'hui, que maintenant, je suis repartie donc à la retraite il y a un an. Il y a un an, parce que justement, maintenant, je voulais travailler plus sur le côté des relations humaines et travailler dans le monde de l'âme de l'homme et travailler plus dans la psychologie de l'homme. Donc j'ai étudié le PNL et maintenant je commence à programmer neurolinguistique. Voilà. Et maintenant j'ai le Dimayon Mudrach, l'imagination dirigée. Et je commence à travailler dans ce domaine-là. Voilà, après avoir fréquenté des personnalités passionnantes, on en a pas parlé. C'est l'autre côté de ma personnalité, je pense. Ouais. C'est sûr, j'imagine. Il faut aussi qu'ils soient mis en valeur. Bon, écoutez, un joli parcours d'Alia. Martine, merci beaucoup. Merci Cathy d'être venue, de nous avoir raconté. C'est pas tous les jours qu'on reçoit une ex-directrice d'une commission parlementaire à la Knesset. Voilà, on était ravis de vous accueillir. Be'atzlacha à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. Shana Tova. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.